Donc, bonjour à tous et à toutes, et encore merci de continuer à être nombreux et fidèles à cette thématique. Donc, la semaine dernière, nous avons examiné comment les humains, depuis leur sortie d'Afrique, se sont biologiquement, génétiquement adaptés à différents climats, niveau d'ensoleillement. Le résultat de ça étant, par exemple, nos différentes pigmentations de la peau, mais aussi on a vu comment les humains se sont adaptés à différentes ressources nutritionnelles comme le lait, l'amidon, voire même des nutriments toxiques comme l'arsenic. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus à l'extrême et on va se concentrer sur comment les humains se sont adaptés à certains environnements extrêmes. Comme vous savez, il y a des humains partout, dans tous les écosystèmes, y compris les plus hostiles de la planète, tels que les environnements froids et très stériles de l'Arctique, les environnements des forêts tropicales et équatoriales caractérisés par la forte chaleur et humidité, mais aussi on trouve des humains qui vivent, et on va avoir des millions d'humains qui vivent à haute altitude, dans des conditions de manque d'oxygène, l'hypoxie, et aussi les humains peuvent être exposés à d'autres conditions de privation d'oxygène, comme l'apnée, associée à certaines pratiques culturelles comme la pêche sous-marine, d'où certaines populations vivent grâce à ça, et on le verra. Donc, l'étude des populations qui vivent dans ces environnements extrêmes est presque un modèle d'étude excellent pour comprendre la physiologie, la réponse physiologique humaine à ces conditions, les potentielles bases génétiques de ces réponses physiologiques et aussi la nature adaptative des mécanismes impliqués. Donc, on va commencer avec le froid. Donc, l'environnement arctique est peut-être l'un des environnements les plus inhospitaliers de la Terre, caractérisé par des températures, comme vous savez, très froides, des vastes étendues de glace et des conditions environnementales extrêmes. L'Arctique englobe des territoires tels que la Groenlande, certaines parties de l'Alaska, Canada, Russie, la Scandinavie et l'Islande. La température moyenne dans l'Arctique varie évidemment selon la saison et la région, mais si on regarde la température moyenne au cours de l'année, sont souvent en dessous de 0 degré Celsius. Plusieurs cultures, toutefois, se sont adaptées à cet environnement, tels que les Yakoutes vivant dans des vastes extensions de la Sibérie, les Saamis, également connus comme Lapons, qui habitent dans le nord de l'Europe, entre la Finlande, la Suède et la Norvège, et entre autres les Inuits, que sont les peuples autochtones qu'on trouve aujourd'hui en Alaska, au Canada et au Groenland, et ils ont développé des pratiques de chasse, de pêche et de survie adaptées à l'environnement glacial. Donc, les populations arctiques évoluent dans un environnement marqué, comme je vous disais, par le manque d'ensoleillement, c'est probablement le plus important, et des températures extrêmes, pouvant descendre à moins 70 degrés dans certaines régions. De plus, ces régions se caractérisent par l'absence de nourriture végétale la plupart de l'année, ne laissant comme option que la consommation d'aliments tels que phoques, baleines ou poissons de mer froide, qui sont très riches en acides gras polyinsaturés oméga 3. Donc, ces populations ont dû s'adapter non seulement au grand froid, mais aussi à un régime alimentaire riche en acides gras. Donc, certaines populations de l'Arctique, comme les Sibériens, présentent un taux métabolique basal élevé, des niveaux de lipides sériques faibles et une pression sanguine élevée. Donc, des caractéristiques que pendant longtemps
ont été considérées comme des conséquences de leur adaptation à l'environnement. Donc, bien que de nombreuses hypothèses ont été avancées concernant l'adaptation de ces populations à l'environnement arctique, jusqu'à récemment, peu d'études avaient exploré une potentielle base génétique de cette adaptation. Et une des premières études qui a adressé cette question s'est focalisée sur les populations de Tchoutki, Esquimaux et Koryak de la Sibérie de l'Est. Et ils ont séquencé leur génome, qui ont été comparés avec d'autres populations n'habitant pas en Arctique, comme des Asiatiques de l'Est ou des Européens. Et ce faisant, les chercheurs ils ont identifié une mutation non synonyme. Je vous rappelle qu'une mutation non synonyme, c'est une mutation qui change la séquence des acides aminés, donc la protéine résultante. Donc, elle aura une conséquence, dans la plupart des cas, fonctionnelle, que vous pouvez voir en rouge ici. Et vous pouvez voir la distribution en rouge de cette mutation dans les populations humaines. Donc, cette mutation présente des fréquences, comme vous voyez, très élevées dans les populations sibériennes, près de 70%, mais également présente chez les Inuits du Canada et du Groenland, à une fréquence d'environ 50%. De plus, elle présente de fortes signatures de sélection positive, comme vous voyez ici, en rouge. Ça veut dire qu'elles sont restreintes aux populations sibériennes. Et cette mutation est associée à un haplotype long, on l'a vu déjà à plusieurs reprises ça, et elle ne l'est pas dans les Asiatiques de l'Est et dans les Européens, ce qui sont des signes que cette mutation, pas seulement elle est en fréquence élevée en Groenland, en Alaska et surtout en Sibérie, mais aussi elle a conféré un avantage adaptatif. Donc des analyses plus précises ont montré que la fréquence de cette mutation aurait augmenté rapidement au cours des 6000 à 23 000 dernières années, avec un coefficient de sélection parmi les plus forts jamais identifiés dans les populations humaines, 14%. On a vu la semaine dernière que la mutation qui nous permet de digérer le lait a un coefficient qui gravite autour de 5%, et déjà je vous disais que c'était un des plus élevés. Donc là, en revanche, il faut le prendre un peu avec des pincettes, avec prudence, en raison de certaines hypothèses sous-jacentes dans le calcul qu'ils ont fait pour cette coefficient de sélection. En plus, il a un intervalle de confiance qui va de 2% à 30%. Donc là, c'était vraiment pas super bien estimé. Donc, quoi qu'il en soit, la fonction de la protéine codée par ce gène, CPT1A, consiste, et c'est ça que c'est intéressant, à importer des acides gras à longue chaîne dans les mitochondries. Comme vous savez, les mitochondries, c'est la machine de production d'énergie des cellules. Donc, par conséquent, cette étude a conclu que la mutation dans ce gène aurait conféré un avantage métabolique aux populations du cercle polaire pour faire face à leur régime traditionnel riche en graisse. Dans cette même perspective, deux études indépendantes ont exploré l'adaptation des Inuits du Groenland à leur environnement. La population groenlandaise, elle est issue d'un fort effet fondateur. Elle est relativement petite aujourd'hui, compte environ 57 000 habitants. Les premières Inuits sont arrivés au Groenland il y a environ, c'est relativement récent, 4000 ans, en provenance du nord du Canada. Toutefois, la population actuelle des Inuits du Groenland dérive d'une population plus récente associée à la culture de Thulé, et ils sont arrivés dans les 1000 dernières années. Donc, la première étude s'est penchée sur la recherche des bases génétiques du diabète de type 2, dont l'incidence est particulièrement élevée au sein des Inuits de Groenland. Donc, pour ce faire, ils ont d'abord analysé la structure génétique de plus de 2500 individus et ils ont constaté que la plupart de leur patrimoine génétique, vous avez ici les 2500 individus, chaque ligne
c'est un individu. Et ici, vous avez les endroits où ils ont été échantillonnés. Et comme vous pouvez voir, la plupart des Inuits sont caractérisés par cette composante génétique inuite qui ici est représentée en bleu foncé. Toutefois, vous voyez qu'il y a une partie importante des Inuits, je dirais presque 70% d'eux, montrent un métissage avec des Européens, que vous avez ici comme comparaison, très peu, il doit en avoir une cinquantaine, des Danois, et vous pouvez voir que le niveau de métissage entre les Inuits et les Danois peut être extrêmement important dans certains cas. En réalisant ensuite une analyse d'association, je vous rappelle encore une fois qu'est-ce que c'est. C'est comment la génétique va expliquer la variabilité de certains traits phénotypiques. Comment la génétique explique qu'on soit plus grand ou plus petit. Comment la génétique explique qu'on soit plus ou moins vulnérable, en l'occurrence, au diabète de type 2. Donc, ils ont identifié des variants génétiques dans un gène en particulier, TBC1D4, qui en plus il est connu pour jouer un rôle dans le diabète. Donc, en effectuant des analyses plus approfondies, ils ont pu identifier la mutation causale qui conduit à une protéine plus courte, associée à des niveaux plus élevés de glucose et d'insuline. Donc, ils ont également constaté que cette mutation a un effet au stade homozygote. Donc, il faut avoir les deux mutations héritées du père et de la mère pour que ça influence les niveaux circulants, comme vous pouvez voir ici. Ça, c'est l'état homozygote pour la mutation, hétérozygote et homozygote sans la mutation. Donc, il faut avoir les deux copies homozygotes pour que ça influence les niveaux circulants de glucose et accroître ainsi le risque de développer le diabète. Donc, cette mutation présente une fréquence de 20% chez les Inuits, mais elle est pratiquement absente dans toutes les autres populations du monde. Donc, même si c'est tentant de penser que ça pourrait être une adaptation au régime hypoglycémique traditionnel des Inuits, ce qui aurait favorisé l'augmentation de la fréquence de cette mutation, ça n'était pas vraiment adressé dans cette étude. Donc le choix entre c'est juste de la dérive génétique, comme on a vu déjà, le hasard, ou la mutation a vraiment conféré un vrai avantage, est resté ouvert. Mais c'est à cette question précisément que c'est sur cette question que s'est penchée la deuxième étude, qui a examiné comment la sélection naturelle a contribué à l'adaptation des Inuits à leur environnement extrême. Donc, à l'échelle du génome entier, ils ont réalisé un scan de sélection positive, on l'a vu lors du premier cours, afin d'identifier des mutations qui montrent des signatures de sélection positive les plus fortes. Et ce faisant, ils ont identifié un groupe de gènes, les FATs 1, 2 et 3. Donc vous pouvez voir ici la tour de Manhattan, comme on dit, que ça veut dire qu'il est extrêmement significatif. Ces trois gènes, parce que c'est intéressant, parce que ça fait du sens, sont impliqués dans la chaîne de désaturation des acides gras. Et suivis de deux gènes, WARS2 et TBX15, qui sont impliqués dans le rapport taille-hanche et dans la différenciation des adipocytes, suggérant ainsi qu'il pourrait avoir une implication dans l'adaptation au froid. Les chercheurs ensuite se sont concentrés sur les mutations qui présentaient les signatures de sélection positive les plus fortes, donc dans les gènes FATS. Et ce qu'ils ont vu, c'est que par rapport à ces mutations-là, les Inuits de Groenland sont extrêmement différenciés, les FST, on les a vus lors du premier cours, différenciation entre populations. Aux autres deux populations prises en comparaison, des Chinois Han et des Européens, oui, par rapport à ce qu'on s'attendrait en absence de sélection naturelle. Ça, c'est en utilisant le reste des mutations du génome.
Donc, il ne faut pas oublier que ces mutations sont présentes à plus de 80%, 90% de fréquence chez les Inuits, tandis qu'elles sont présentes entre 2 et 20% chez les Européens et les Asiatiques respectivement. Donc ensuite, ils ont voulu estimer le temps et l'intensité de la sélection naturelle et ils ont constaté que la mutation la plus fortement sélectionnée présentait un début de sélection naturelle il y a 20 000 ans, avec un coefficient de sélection de 3%, ce qui est très fort déjà. Je vous rappelle, coefficient de sélection de 3%, ça veut dire que les porteurs de la mutation vont transmettre leur gène 3% de plus que les non-porteurs, ce qui est quand même immense. Donc ce que ça suggère, le 20 000 ans, c'est que la sélection naturelle a agi sur ces gènes, pas chez les Inuits de Groenland, parce qu'ils sont arrivés là il n'y a que 1000 ans, mais que la sélection naturelle avait déjà commencé bien avant leur établissement dans la région, chez les ancêtres, quelque part au Canada. Donc ce qui est très intéressant à constater, c'est que ces mêmes mutations dans les gènes FATS, donc ceux impliqués dans la désaturation des acides gras, présentent des signes de sélection, mais sont aussi impliqués dans une taille plus petite et un poids moins important. Comme observé ici, chez les porteurs de mutations sélectionnées, T, vous voyez que les individus TT, y compris les hétérozygotes GT, sont associés à un poids plus faible et à une taille plus petite. Donc, quant à la pression sélective sous-jacente, au signal de sélection qu'on trouve, il semble logique de penser qu'elle s'est produite en réponse au régime alimentaire riche en acides gras des Inuits. Mais il est encore plus intéressant de constater que ces mêmes gènes ont un effet important, comme on peut voir, sur la taille et sur le poids, ainsi qu'un effet protecteur sur les taux de cholestérol et de triglycérides. Mais cet exemple montre clairement, et pour moi c'est une des choses les plus intéressantes, et on le verra la semaine prochaine, comment la pléiotropie, c'est quoi la pléiotropie? C'est un gène qui est impliqué dans plusieurs fonctions à la fois, peut avoir des effets majeurs sur les caractéristiques phénotypiques d'une population. Autrement dit, le scénario le plus probable, c'est que la sélection naturelle a favorisé des mutations dans les gènes FATS en réponse au régime alimentaire des Inuits, mais la conséquence phénotypique va bien au-delà du métabolisme des acides gras parce que les mêmes mutations sont dans des gènes qui sont impliqués dans d'autres phénotypes, en l'occurrence une taille et un poids plus petites. Mais une autre étude s'est penchée plus directement sur l'adaptation au froid en examinant l'histoire évolutive du gène TRPM8, le seul récepteur de température connu comme dans la détection et la réaction au froid via la thermorégulation physiologique. Donc même dans des environnements non polaires, les températures évidemment varient considérablement à travers les habitats humains. Par exemple, la température annuelle moyenne est de 28 degrés au Nigeria et seulement de 6 degrés en Finlande. Ces écarts de température illustrent les changements d'habitat vécus par les premiers humains lors des migrations vers le nord. Ici, les chercheurs se sont intéressés à une mutation en particulier localisée dans la région régulatrice du gène. Régulatrice, ça veut dire la région qui va être impliquée dans l'expression du gène. Donc, quand on le montre la carte, l'allèle T, représenté ici par différentes couleurs, est principalement présent dans les populations habitant les latitudes nord, en particulier en Europe, avec des fréquences dépassant les 80%. Il est également présent à des fréquences intermédiaires dans les populations d'Asie, environ 40%,
et environ 5%, on le trouve aussi en Afrique. La distribution géographique de cet allèle est fortement associée à la latitude, comme vous pouvez voir ici. Plus on va vers la latitude nord, plus la fréquence de l'allèle de la mutation va augmenter. Et de plus, il existe une forte différence de fréquence de la mutation selon les populations, c'est-à-dire que la mutation présente des niveaux élevés de différenciation génétique, comme en témoignent les FST que nous avons vus déjà et que c'est indiqué ici en vert. Cependant, la mutation, comme vous pouvez voir, elle est également présente en Afrique, bien qu'à des fréquences plus faibles, ce qui soulève la question du régime de sélection positive. Donc, les auteurs ont testé différents modèles fondés sur des calculs bayésiens pour déterminer lequel était le plus compatible avec les données génétiques. Ils ont, c'est-à-dire neutralité, sélection sur une mutation de novo, on l'a vu déjà, à peine la mutation coïncide avec le changement environnemental, ou sélection sur mutation préexistante, c'est-à-dire la mutation existait déjà, mais elle était neutre. Après, il y a un changement environnemental, et c'est là que la mutation est sélectionnée. Donc, comme vous pouvez le voir à droite, quelles que soient les populations étudiées, le modèle de sélection sur mutation préexistante en jaune est celui qui est plus soutenu. Ainsi, la mutation du gène TRPM8 aurait son origine en Afrique, où elle aurait évolué de façon neutre. Et c'est en Eurasie qu'elle aurait atteint des fréquences élevées, avec un début de sélection positive estimé à 25 000 ans, ce qui coïncide avec le dernier maximum glaciaire. On va se réchauffer maintenant un peu, on part du froid, et les humains ont aussi affronté les climats chauds et humides caractéristiques des forêts tropicales. Donc, les habitants de la forêt tropicale ont souvent une durée de vie plus courte, et ce qui affecte directement leur reproduction, et se traduit, par conséquent, en une pression de sélection majeure. Le phénotype le plus caractéristique des populations habitant les forêts tropicales est leur petite taille. On retrouve ce trait, que parfois il est connu sous le terme de phénotype pygmée, chez certaines populations de chasseurs-cueilleurs d'Afrique, mais aussi en Asie et en Amérique du Sud. Parmi ces populations, les chasseurs-cueilleurs effets habitant la forêt tropicale de l'Ituri en République démocratique du Congo se distinguent à cet égard car ils présentent la plus petite taille de toutes les populations humaines, avec une moyenne de 1,36 cm pour les femmes et 1,43 pour les hommes. Plusieurs hypothèses ont été vraiment étudiées et avancées pour expliquer pourquoi les populations habitant la forêt tropicale présentent une taille plus petite. Est-ce que c'est l'accès limité aux ressources alimentaires de la forêt? Est-ce que c'est la nécessité de se protéger contre la surchauffe due à l'humidité extrême? Est-ce que c'est une meilleure mobilité dans la forêt? Ou est un compromis évolutif entre l'arrêt de la croissance et le début de l'âge de reproduction, étant donné que ces populations ont généralement une durée de vie plus courte? Donc, ce qui est important à s'en rappeler, c'est que la charge pathogénique, c'est-à-dire les pathogènes, bactéries, virus, causant les maladies infectieuses, dans la forêt est extrêmement élevée, ce qui entraîne une mortalité plus élevée par rapport à d'autres populations dans le monde. Donc, pour maximiser leur aptitude dans des conditions de durée de vie limitée, l'une des hypothèses pour expliquer leur petite taille est que ces populations ont une cessation précoce de la croissance, ce qui conduit à un âge plus précoce de la première reproduction.
Donc, cette hypothèse prédit une relation indirecte entre l'espérance de vie adulte, ici, et la taille corporelle, comme on peut le voir dans cette figure. Donc, la relation prédite entre la stature et l'espérance de vie adulte, donc durée de vie en l'occurrence attendue pour les individus atteignant 15 ans, est généralement observée dans les différentes populations humaines vivant dans la forêt. Cependant, ces corrélations, comme vous pouvez voir, ne sont pas parfaites, ce qui suggère que la reproduction précoce n'est pas la seule cause de la petite taille des populations. Donc, dans ce contexte, il a été proposé ici un modèle qui expliquerait propose qu'il faudrait tenir compte des effets combinés de l'écologie spécifique à l'habitat, c'est-à-dire forêt versus espace ouvert comme la savane, et la mortalité élevée sur l'évolution du phénotype de petite taille. Par exemple, ce modèle suggère que la force globale de la sélection sur la petite taille chez les humains est due à la combinaison de variables liées à la fois à l'habitat et au niveau de mortalité adulte. Plus précisément, l'intensité de la sélection pour la petite taille pourrait être la plus élevée, comme on peut le voir ici sur l'aire rouge, pour les populations des forêts tropicales humides qui connaissent également une mortalité adulte élevée. Dans ce cas, la petite taille pourrait conférer certains avantages liés à la fois à l'écologie, comme la température élevée et l'humidité, et à l'histoire de vie, c'est-à-dire l'arrêt précoce de la croissance qui pourrait ainsi faciliter une première reproduction plus précoce. Donc, au cours des derniers 10 ans, les études en génomique humaine ont apporté de nouveaux éclairages qui ont permis de mieux comprendre les bases génétiques de la petite taille et la nature des pressions de sélection qui conduisent. Ces recherches se sont principalement concentrées sur les populations de chasseurs-cueilleurs de la forêt d'Afrique centrale, qu'on connaît parfois aussi sous le terme de pygmées. Pour rappel, l'histoire de ces populations est la suivante. Donc, les pratiques agricoles se sont répandues sur le continent africain avec les migrations dites bantoues, qui sont parties de ce qui est aujourd'hui le Cameroun et le Nigeria, et au cours des 4-5 000 dernières années, on diffusait pas seulement les langues bantoues, c'est pour ça qu'on dit les expansions bantoues, mais aussi les pratiques agricoles. Donc, au cours de leur migration, les populations agricoles ont rencontré des populations locales, des chasseurs-cueilleurs, avec lesquels elles se sont métissées. Seules quelques populations ont conservé jusqu'à aujourd'hui leur mode de vie basé sur la chasse et la cueillette, que vous pouvez voir ici, comme par exemple les chasseurs-cueilleurs de la forêt d'Afrique centrale, les Hadza et les Sandawe de l'Afrique de l'Est, et les différentes populations de chasseurs-cueilleurs qu'on met sur ce fourre-tout un peu qu'on appelle Khoisan, qui habitent en Afrique australe. Mais la plupart des études essayant de comprendre évidemment la petite taille se sont focalisées sur les chasseurs-cueilleurs de la forêt, qui ont un mode de vie nomade et en plus évidemment se distinguent par leur petite taille. Donc aujourd'hui, les chasseurs-cueilleurs de la forêt sont repartis en deux grands groupes, en gros en deux régions, à l'ouest et à l'est du bassin du Congo. Les chasseurs-cueilleurs de l'ouest, comme les Biaka, les Baka ou les Bakola, se trouvent principalement dans les régions forestières du Cameroun, du Gabon ou de la République démocratique du Congo, tandis que les chasseurs-cueilleurs de l'Est, comme les Effets, les Mbuti ou les Batois, sont principalement dans les régions forestières de l'Ouganda ou du Rwanda. Mon laboratoire s'est depuis
longtemps intéressé à l'histoire démographique de ces deux groupes de population, c'est-à-dire les chasseurs-cueilleurs de la forêt et leurs voisins villageois agriculteurs, et afin de mieux comprendre leur temps de divergence, leur changement de taille. Ici, je ne parle pas de stature, je parle du changement de taille de la population, combien de gens il y a dans la population, ainsi que leur niveau de métissage. Dans cette étude, par exemple, en utilisant une méthode basée sur la coalescence, nous avons estimé que les ancêtres des chasseurs-cueilleurs, que vous voyez ici, de l'ouest et de l'est, avec les agriculteurs de l'ouest et de l'est, ils ont commencé à se séparer il y a environ 135 000 ans, ce qui ferait de cette divergence de population la deuxième, la plus ancienne dans l'histoire de l'humanité, la première étant la divergence entre les Khoisan d'Afrique du Sud et le reste des populations. On a vu aussi que les chasseurs-cueilleurs de l'ouest et de l'est ont commencé à diverger il y a environ 20 000 ans. Nous avons également montré, parce que les analyses en génétique de population nous permettent de voir ça, que la taille de la population, je ne parle pas de la stature encore, je parle de la taille efficace, on va dire, de la population des chasseurs-cueilleurs, tout au long de leur histoire, il est représenté ici par la largeur de la branche, a été au moins autant important, sinon plus, que celle des populations qu'aujourd'hui on appelle, que sont devenues aujourd'hui les agriculteurs. Car c'est juste dans les derniers millénaires que les chasseurs-cueilleurs ont subi des forts goulots d'étranglement, réduction de la taille de la population, tandis que, évidemment, les agriculteurs ont connu des expansions démographiques. Une fois on connaît un peu l'histoire de ces deux populations, dans les dernières 10 ans encore, un grand nombre d'études en génétique se sont focalisées sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire comment les chasseurs-cueilleurs de la forêt se sont adaptés à leur environnement chaud et humide et comment cette adaptation aurait conduit à leur petite taille. Donc, différentes approches multidisciplinaires ont intégré anthropologie, génétique de population, génétique quantitative, afin, et ils ont identifié plusieurs régions du génome qui pourraient avoir été les cibles de la sélection naturelle chez les chasseurs-cueilleurs et qui pourraient contenir les variants génétiques sous-jacents à l'anatomie unique de ces populations de petite taille. Par exemple, dans cette étude, 3 populations de chasseurs-cueilleurs de la forêt de l'Ouest, en l'occurrence du Cameroun, ainsi que 3 populations ici, donc les Baka, les Bakola et les Bedzans, ont été étudiées, ainsi que 3 populations voisines de villageois. Ils ont été étudiés d'un point de vue génétique et d'un point de vue de leur taille, stature, et ils ont remarqué déjà que les chasseurs-cueilleurs se distinguent des agriculteurs dans leur génétique, comme vous pouvez voir ici, mais que les 3 groupes de chasseurs-cueilleurs présentent des niveaux de métissage avec leurs voisins bantous agriculteurs très importants, comme vous pouvez voir en orange ici, allant de 27% à 50%. Par la suite, ils ont établi une corrélation directe, et c'est ça que c'est très intéressant, entre la diversité génétique d'origine chasseur-cueilleur et la taille. Autrement dit, vous prenez tous les individus, qu'ils soient chasseurs-cueilleurs ou agriculteurs, et vous corrélez la composante génétique verte, donc propre aux chasseurs-cueilleurs, avec la taille, et vous voyez que plus les individus sont vertes, en gros, plus les individus seront plus petits. Ce que suggère déjà, c'est un premier indice très important de la contribution de la génétique à la variation de la taille. Par la suite, ils se sont posé la question de quelles sont les régions des chasseurs-cueilleurs
qui présentent les signatures de sélection positive les plus fortes. Et la région affichant les signaux les plus forts a été localisée sur le chromosome 3. Et ce qui est remarquable, c'est que cette région a été préalablement associée à la taille, suggérant que les gènes de cette région ne seraient pas seulement impliqués dans la taille, mais auraient aussi conféré aux populations des chasseurs-cueilleurs de la forêt un avantage adaptatif. Parmi les gènes qui présentent les signes les plus forts de sélection, on trouve ces trois gènes-là, CISH, MAP, CAP3 et DOC3, qui ont été associés à la taille chez les humains, mais aussi dans certains modèles animaux. Cette autre étude s'est penchée sur la même question, à savoir l'identification de la sélection naturelle chez les chasseurs-cueilleurs d'Afrique centrale. Comme le montre le schéma à gauche, vous voyez tous les chromosomes et les flèches noires correspondent aux régions du génome qui présentent des signatures de sélection uniquement chez les chasseurs-cueilleurs, tandis que les flèches rouges sont celles qui présentent des signatures de sélection uniquement chez les agriculteurs. Par exemple, si on voit ici, ils ont identifié une région qui inclut le gène EPHB1, c'est un récepteur à l'éphrine présent au site d'ostéogenèse, c'est-à-dire le processus par lequel les cellules osseuses se forment et se minéralisent pour former un os mature. Cette région présente des fortes signatures de sélection uniquement chez les chasseurs-cueilleurs. Mais en général, un problème de toutes ces études, évidemment je ne vous ai pas présenté toutes les études qui ont été faites, c'est qu'il y en a très peu qui trouvent les mêmes gènes sous sélection naturelle. Ça varie énormément d'une étude à l'autre, ce qui pourrait refléter un taux important de faux positifs. Mais une autre hypothèse plus intéressante, c'est que cette manque de réplication entre études et que les gènes sous sélection varient véritablement d'une population à l'autre, parce que toutes les études se sont basées sur différentes populations, du Cameroun, du Gabon, du Congo, de l'Ouganda. Donc chacune de ces populations pourrait, en conditionnel, avoir acquis sa petite taille à travers différentes trajectoires évolutives, donc par évolution convergente, comme nous l'avons vu la semaine dernière avec le cas de la consommation du lait à l'âge adulte. Et c'est exactement cette question que cette étude a voulu adresser en étudiant en même temps, en comparant deux groupes de populations. À l'ouest, ils ont comparé les chasseurs-cueilleurs Baka avec deux groupes d'agriculteurs, l'Nzimé et l'Nzebi du Gabon. Et ils ont fait la même étude après à l'est, en étudiant en rouge, c'est les chasseurs-cueilleurs, et en jaune, c'est les agriculteurs. Donc les chasseurs-cueilleurs de la forêt en Ouganda, ici, Batwa, qui ont été comparés avec une population de villageois agriculteurs, les Bakiga. Donc, tout d'abord, ils se sont concentrés sur les populations de l'Est, donc les Batwa et les Bakiga. Donc, en étudiant la diversité de leur génome, ici, ce qu'ils ont vu déjà, c'est qu'il y a une différenciation génétique entre les chasseurs-cueilleurs principalement orange et les agriculteurs à droite principalement bleus. Mais ils ont observé, comme on avait déjà observé à l'ouest, qu'il y a un métissage important, surtout de la part des agriculteurs vers les chasseurs-cueilleurs. Comme vous pouvez le voir ici, presque tous les chasseurs-cueilleurs, à différents degrés, montrent une partie de leur génome qui vient des agriculteurs. Ensuite, ils ont constaté que la taille moyenne des chasseurs-cueilleurs batois était inférieure à celle des voisins agriculteurs Bakiga, aussi bien pour les mâles que pour les hommes que pour les femmes.
Ensuite, ils ont examiné dans quelle mesure la présence de la composante génétique provenant des agriculteurs au sein du génome des chasseurs-cueilleurs, donc représenté ici dans l'axe des X, ça c'est la proportion de la composante génétique provenant des agriculteurs, chez les hommes, chez les femmes et chez tout le monde ensemble. Comment cela était associé à la stature. Et donc, en gros, ce qu'on voit, c'est que plus les individus ils ont dans leur génome des mutations qui viennent des agriculteurs, plus les individus vont être plus grandes. Ce que, comme on a vu avant à l'ouest, suggère la contribution de la génétique à la taille des chasseurs-cueilleurs de l'Afrique centrale, cette fois-ci à l'est. Ensuite, ils ont réalisé une étude d'association génétique pour déterminer dans quelle région du génome des chasseurs-cueilleurs les deux principales composantes génétiques qu'on y trouve, c'est-à-dire celles provenant des chasseurs-cueilleurs eux-mêmes et celles introduites par les agriculteurs, comment ça était associé à la taille. Et ce faisant, ils ont identifié 16 régions du génome significativement associées à la variation de la taille. Donc, de manière intéressante, 4 de ces régions génomiques ont déjà été associées à la variation de la taille chez les Européens et 3 contiennent des gènes impliqués dans la signalisation du récepteur de l'hormone de croissance, ce qui fait du sens. Et enfin, ce qu'ils ont fait, c'est comparer les résultats observés à l'est et à l'ouest. Donc, dans un premier temps, ils ont examiné, donc on va se concentrer ici, comment la sélection naturelle a agi sur les régions génomiques associées à la taille chez les chasseurs-cueilleurs de l'Est. Pour ce faire, ils ont analysé les 16 régions qui avaient été associées à la taille à l'Est et ils ont constaté que ces régions associées à la variation de la taille présentent des signatures de sélection naturelle plus importantes que prévu, comparées au reste du génome, mais uniquement chez les chasseurs-cueilleurs de l'Est, pas chez les chasseurs-cueilleurs de l'Ouest. Ensuite, ils ont inversé leur approche ici. Ils ont examiné 66 régions génomiques qui avaient été déjà associées à la taille chez les chasseurs-cueilleurs de l'Ouest par d'autres études. Et ils ont observé que ces 66 régions associées à la variation de la taille présentent des signatures de sélection naturelle plus qu'on s'attend, mais que chez les chasseurs-cueilleurs de l'Ouest et pas à l'Est. Donc, ce que ça montre, c'est deux choses. Que les bases génétiques expliquant la taille des chasseurs-cueilleurs de la forêt de l'Afrique centrale sont différentes à l'ouest et à l'est, et la nature et ces mutations aussi en conféraient un avantage adaptatif différent à l'est et à l'ouest, ce qui nous montre qu'il y a une convergence évolutive où différentes mutations et gènes ont convergé pour produire le même phénotype adaptatif, à savoir la petite taille des populations forestières, en tout cas pour ce qui est l'Afrique. Pour conclure sur l'adaptation génétique aux forêts tropicales, cette étude visait à approfondir notre compréhension des mécanismes d'adaptation des populations de chasseurs-cueilleurs forestiers dans leur ensemble. Donc, le problème rencontré, comme je vous disais, par la plupart des études précédentes, c'est que souvent, elles se limitaient à étudier une, voire deux populations de chasseurs-cueilleurs, ce qui conduit à des résultats divergents. Donc, pour remédier à cela, c'est une étude de mon laboratoire, on s'est dit, on va examiner la variabilité génétique
du plus grand nombre possible de populations de chasseurs-cueilleurs de la forêt, à l'ouest et à l'est. Et on a examiné 7 groupes de chasseurs-cueilleurs, 6 de l'ouest et 1 de l'ouest, qui ont été comparés à différentes populations d'agriculteurs de l'ouest et de l'est. Déjà, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on ne peut pas parler de chasseurs-cueilleurs de l'ouest comme si c'était un ensemble. Parce que vous pouvez voir ici, dans les différents groupes de chasseurs-cueilleurs à l'ouest, qu'il y a déjà une variabilité génétique extrêmement importante. Donc il y a 3 grands composants chasseurs-cueilleurs, plus bleu, plus vert et plus bleu clair, toutes les populations évidemment, avec certains niveaux de métissage, ici un gris foncé qui vient des agriculteurs. Mais la question qu'on voulait se poser plus importante, c'était est-ce qu'il y aurait, maintenant qu'on a beaucoup de groupes de chasseurs-cueilleurs, des régions qui montrent de la sélection positive partagée entre eux. Donc, on a fait une analyse de sélection positive qui tirait parti de la puissance de la combinaison de différentes méthodes pour détecter la sélection et minimiser le taux de faux positifs. Je vous en ai parlé un peu le premier jour des méthodes qui utilisent des statistiques composites. Dans les régions présentant des signatures de sélection positive partagées par 3 populations sont ici montrées avec des cercles jaunes, par 4 populations en bleu et par toutes les populations en rouge. Et notre étude, par exemple, a confirmé le fort signal de sélection naturelle dans la région que je vous ai montré avant, incluant le gène, les 3 gènes SIG, MAPCAP3 et DOC3 impliqués directement dans la taille, et on montre que cette région est sous sélection naturelle aussi bien à l'ouest qu'à l'est. Mais ce que notre étude a montré, c'est qu'il y a une seule région et un seul gène qui est sous forte pression de sélection positive chez tous les groupes de chasseurs-cueilleurs, y compris ceux qui sont très métissés. Et ça inclut le gène TRPS1. Ce gène est impliqué dans plusieurs traits. Il est très pléiotropique, c'est-à-dire beaucoup de fonctions, telles que le retard de la croissance, la morphologie crânio-faciale et l'hypertrichose, c'est-à-dire l'excès de pilosité, mais aussi la réponse immunitaire. Ainsi, notre étude montre qu'une seule région génomique présente des signes forts de sélection naturelle dans tous les groupes de chasseurs-cueilleurs de la forêt de l'Afrique centrale, de l'ouest jusqu'à l'est, suggérant un balayage sélectif classique. Donc, la prochaine étape consistera à comprendre comment la sélection polygénique, c'est-à-dire beaucoup de gènes impliqués, mais chacun contribuant très peu, vendredi prochain on le verra, a pu participer à l'adaptation de ces populations de chasseurs-cueilleurs aux pressions de sélection imposées par la forêt. Donc, nous aborderons cela la semaine prochaine. Maintenant, abordons un autre type d'adaptation à un environnement extrême, la vie en altitude. On parle de vie en altitude généralement comme des populations qui vivent dans des zones situées au-dessus de 2500 mètres, au-dessus du niveau de la mer, ce qui entraîne une réduction significative de la quantité d'oxygène dans l'air. On estime qu'environ 140 millions de personnes vivent à haute altitude dans différentes régions du monde. Si l'on se concentre à des altitudes supérieures à 4000 mètres, comme on peut voir ici, déjà à 4000 mètres, il y a une réduction de 40% de la concentration d'oxygène par rapport au niveau de la mer. Il y a environ 13 millions de personnes habitent aujourd'hui à plus de 4000 mètres, principalement en Asie et en Amérique du Sud.
Donc cela correspond à une situation d'extrême hypoxie caractérisée par un fort manque d'oxygène. Donc, de nombreux indicateurs physiologiques d'adaptation au manque d'oxygène en altitude sont connus depuis longtemps et sont considérés comme des réponses adaptatives. Par exemple, les humains peuvent faire face à une carence temporaire en oxygène par le biais de l'hyperventilation, c'est-à-dire on va respirer plus rapidement et plus profondément pour augmenter la quantité d'oxygène absorbée par les poumons. De plus, suite à l'exposition à une concentration réduite en oxygène, les humains peuvent accroître la production d'hémoglobine, donc c'est la protéine qui transporte l'oxygène dans les globules rouges, ainsi que la production d'érythropoïétine, une hormone qui stimule la production des globules rouges dans la moelle osseuse. Tout ça augmente la capacité du sang à transporter l'oxygène vers les tissus. Donc ça va compenser. Donc le faible niveau d'oxygène déclenche une réponse qui est orchestrée par les facteurs, ce qu'on connaît comme les HIF, facteurs induits par l'hypoxie. En conditions de normoxie, c'est-à-dire des niveaux normaux d'oxygène, les HIF sont rapidement dégradés, comme vous pouvez voir ici, par le protéasome, donc un complexe enzymatique qui décompose les protéines. Ainsi, en conditions de normoxie, comme on est maintenant, les HIF sont maintenus à des niveaux bas dans les cellules, ce qui signifie que les réponses cellulaires médiées par ces facteurs induits par l'hypoxie, tels que la production de l'érythropoïétine et la régulation d'expression des gènes impliqués dans la réponse à l'hypoxie, sont supprimés. En revanche, en l'absence d'oxygène, c'est-à-dire quand on est en hypoxie, les HIF ne peuvent pas être dégradés et s'accumulent dans le cytoplasme, pouvant migrer vers le noyau cellulaire où ils agissent comme en tant que facteurs de transcription pour réguler l'expression de nombreux gènes impliqués dans la réponse à l'hypoxie. Donc, ils activent ainsi l'expression des gènes tels que la production de l'érythropoïétine pour stimuler la formation des globules rouges, la régulation du métabolisme cellulaire pour favoriser la glycolyse anaérobie et la néovascularisation. Pour le tout, c'est pour augmenter l'apport d'oxygène au tissu. En agissant ainsi, les HIF permettent aux cellules de s'adapter et de survivre dans des environnements à faible teneur en oxygène. 3 populations ont été particulièrement étudiées dans le cadre de l'adaptation aux conditions hypoxiques à haute altitude. Les Amaras et dans une moindre mesure les Oromos vivant dans le plateau du Simien en Éthiopie. Les Quechua et les Aymara résidant dans l'altiplano des Andes, ainsi que les Tibétains et d'autres populations habitant aux alentours de l'Himalaya et du plateau tibétain. Nous avons précédemment vu que l'augmentation de la concentration d'hémoglobine est une stratégie pour faire face au manque d'oxygène. Mais des niveaux élevés d'hémoglobine en réponse à l'hypoxie à haute altitude ont été observés dans certaines populations, notamment chez les habitants des hautes terres andines. Toutefois, ce qui a été surprenant de constater que les Tibétains, résidant en permanence au-dessus de 3500 mètres, présentent des concentrations d'hémoglobine bien inférieures à ce qui était prévu, ce qui suggère une adaptation alternative à l'hypoxie. De plus, les concentrations d'érythropoïétine sont également plus basses chez les Tibétains comparativement aux Andins mesurés à la même altitude. Donc c'est grâce aux avancées dans le domaine de la génomique au cours de la dernière décennie
qu'aujourd'hui, nous avons mieux compris à la fois les bases génétiques de la réponse à l'hypoxie, mais aussi sa nature adaptative. L'étude de ces trois groupes nous a aidé à comprendre dans quelle mesure les réponses physiologiques observées à haute altitude résultent soit de l'acclimatation, soit de l'adaptation pendant la période de croissance, soit de l'adaptation génétique. Donc, la région la plus étudiée en ce qui concerne l'adaptation à l'altitude est le plateau tibétain. Plusieurs études ont identifié un groupe de gènes présentant des signes de sélection positive chez les Tibétains. Dans cette étude pionnière, la variabilité génétique des Tibétains a été comparée avec la variabilité génétique d'une population extrêmement proche, les Chinois Han, habitant à basse altitude. Donc, sur ce graphique, la plupart des mutations trouvées chez les Tibétains présentent la même fréquence que la plupart des mutations qu'on trouve chez les Chinois Han, la plupart s'alignant sur les diagonales. Cependant, plusieurs mutations dans un gène en particulier, EPAS1, ont une fréquence de 85% chez les Tibétains et seulement de 5% chez les Han, les deux populations étant par ailleurs quasiment identiques pour le reste du génome. Donc, comme illustré dans les arbres ici, qui compare la différenciation génétique des deux populations avec les Danois comme groupe extérieur de comparaison, on peut observer une extrême différenciation des mutations dans le gène EPAS1 chez les Tibétains par rapport à ce qu'on s'attendrait, Tibétains, Chinois, Han et Danois, par rapport à ce qu'on s'attendrait sous notre neutralité. Donc, ce que c'est intéressant aussi, c'est que, étant donné que les Han et les Tibétains ont divergé il y a seulement environ 2500 ans, comme l'estiment les chercheurs de cette étude, il semble que les mutations dans le gène EPAS1 aient subi l'un des changements de fréquence les plus rapides du génome, plus rapide en l'occurrence que la mutation du gène de la lactase. Une autre étude, ici en bas à gauche, a cherché des mutations sous sélection positive chez les Tibétains, et les seuls deux gènes qui sont souvent répliqués par la plupart des études, parce qu'il y en a eu plusieurs, c'est en effet EPAS1 et EGNL1 que sont répliqués dans la plupart des études. Ces gènes, comme vous pouvez le voir ici, sont impliqués dans la voie des facteurs induits par l'hypoxie, donc les H et F. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que les mutations avantageuses dans ces deux gènes sont associées à des niveaux plus bas d'hémoglobine chez les Tibétains, ce qui est la caractéristique surprenante mais unique de cette population, comme nous l'avons vu précédemment. Donc, la combinaison de ces deux gènes semble contribuer ainsi à l'atténuation qu'on observe de la signalisation H et F observée dans cette population. Étant donné que la production élevée de globules rouges et l'augmentation correspondante de niveau d'hémoglobine est une réponse courante au stress hypoxique, il se peut que les porteurs de ces mutations avantageuses parviennent à maintenir une oxygénation suffisante des tissus à haute altitude sans avoir besoin d'augmenter les niveaux de globules rouges. Aussi, il est plausible que les niveaux réduits d'hémoglobine trouvés chez les Tibétains compensent les complications associées au niveau élevé d'hémoglobine par rapport, par exemple, l'hyperviscosité observée chez les non-tibétains qu'on expose à conditions de haute altitude. Une autre question intéressante sur laquelle cette étude s'est penchée est la suivante. D'où proviennent les mutations permettant de s'adapter à la vie en haute altitude? Est-ce qu'elles proviennent du Tibet,
qui se sont originés là, ou elles ont été introduites de l'extérieur par d'autres populations. Donc, les chercheurs ont examiné la structure génétique des Tibétains, car peu d'études avaient étudié d'ailleurs la relation génétique entre les Tibétains et d'autres populations d'Asie de l'Est, qu'elles vivent à notre altitude ou basse altitude. Et ils ont comparé la diversité génétique des Tibétains à d'autres populations asiatiques vivant à basse altitude, comme toutes ces populations-là, mais aussi une autre population, les Sherpas, qui sont connus pour vivre, les Sherpas de l'Himalaya, à notre altitude et sont célèbres pour ses performances exceptionnelles en alpinisme. Donc, dans un premier temps, grâce à l'analyse en composants principal que vous voyez ici, ils ont observé que les Tibétains se situent génétiquement entre les Sherpas, ici sont les Tibétains, donc entre les Sherpas et les autres populations d'Asie de l'Est vivant à basse altitude. L'analyse de métissage, que vous connaissez déjà très bien maintenant, montre que les trois populations de Tibétains sont issues presque d'un métissage moitié-moitié entre les Sherpas rouges et les populations vivant à basse altitude en vert. Donc, ensuite, les chercheurs ont examiné les phénotypes. Et ils ont observé que, tout comme les Tibétains, les Sherpas présentaient une faible concentration d'hémoglobine, malgré leur habitat à haute altitude. De plus, les deux gènes EPAS1 et EGLN1, qui font l'objet d'une forte sélection positive chez les Tibétains, comme on vient de voir, et qui sont associés à une faible concentration d'hémoglobine, présentent les mêmes caractéristiques chez les Sherpas, associés au même phénotype et forte signature de sélection positive. Donc, en raison du niveau de métissage des Tibétains avec les Sherpas, les chercheurs ont analysé le génome des Tibétains, ici, pour chercher des régions de leur génome qui présentent plus de composants génétiques Sherpas de ce qu'on s'attendrait au hasard, la moyenne. Ils ont constaté qu'en effet, les deux régions correspondant aux gènes EPAS1 et EGLN1 présentent un enrichissement chez les Tibétains, un héritage génétique provenant des Sherpas, représenté ici par les deux flèches bleues. Donc, en considérant un modèle démographique très soigneux qu'ils ont fait, les auteurs ont conclu que les mutations permettant de s'adapter à la vie à notre altitude ont été acquises par les populations tibétaines grâce au métissage avec les Sherpas, constituant ainsi un autre exemple de la nature adaptative, de la nature avantageuse du métissage entre populations humaines. Mais ça ne finit pas là, parce qu'une autre étude menée l'année suivante a abouti à une découverte encore plus surprenante. Les chercheurs ont examiné ici l'histoire évolutive de la région EPAS1, donc le gène qui a été super impliqué dans l'adaptation à l'altitude aujourd'hui et très répliqué maintenant par beaucoup d'études. Et ils ont séquencé cette région complètement chez un groupe de Tibétains et un groupe de Chinois Han, identifiant ainsi l'haplotype, c'est-à-dire la combinaison de mutations qui différencie les deux populations habitant à haute altitude, Tibétains, et à basse altitude, les Han. Et ce qu'ils ont constaté est que les différences entre les haplotypes des Tibétains et des Chinois sont beaucoup plus marquées que ce que l'on pourrait s'attendre sous la dérive génétique, voire même sous la sélection positive chez les Tibétains, que c'est ce qu'on vient de voir avant. Et alors, ils ont dit, mais pourquoi cet haplotype chez les Tibétains, il est tellement différent aux autres populations? L'haplotype qui permet aux Tibétains de s'adapter à la vie avec peu d'oxygène. Et ce qu'ils voient, ils se sont posé la question d'une autre hypothèse,
et c'est que cette combinaison de mutations pourrait avoir été introduite chez les ancêtres des Tibétains, probablement d'ailleurs chez les Sherpas, qu'après l'ont donné aux Tibétains, d'où notre forme humaine, aujourd'hui disparue, parce que cette combinaison d'haplotypes était très divergente. Et la surprise est survenue lorsque les chercheurs ont en effet constaté que les mutations caractérisant l'haplotype des Tibétains étaient exactement les mêmes que celles qui sont présentes dans le génome de l'homme de Denisova, comme indiqué par les astérisques ici. Ainsi, cette étude a révélé que l'une des adaptations humaines les plus intéressantes, à savoir l'adaptation aux conditions d'hypoxie de l'Himalaya, pourrait résulter d'un ancien événement de métissage entre les ancêtres de ces populations habitant à notre altitude et les Denisoviens, constituant ainsi un cas d'introgression adaptative. Une étude ultérieure, menée par la même équipe, a tenté d'estimer la date à laquelle cet haplotype d'origine denisovienne aurait été intégré dans le génome des ancêtres des Tibétains actuels, comme indiqué par la flèche rouge ici. Et ils ont estimé que l'événement d'introgression ou du métissage avec les Denisoviens aurait eu lieu il y a environ 48 000 ans, mais que la sélection naturelle, à l'origine de l'augmentation de la fréquence de cet haplotype chez les Tibétains, ne remonterait qu'aux 9000 dernières années. Donc probablement, parce que c'est arrivé, c'est-à-dire c'est le scénario le plus plausible, c'est qu'il y a eu un événement de métissage entre les Denisoviens et une population qui habitait en basse altitude. Cet haplotype a traîné, entre guillemets, par neutralité dans cette population, mais c'est comme une population a commencé à vivre d'une façon permanente à notre altitude que cette combinaison de mutations denisoviennes a commencé à augmenter en fréquence et était soumise à la sélection naturelle. L'adaptation génétique à l'hypoxie dans les deux autres populations de haute altitude, comme celles habitant le plateau éthiopien et les Andins, a été moins étudiée. Dans le cas des Éthiopiens, les Amaras semblent présenter une réponse atténuée des HIF, similaire à celle des Tibétains, ce qui pourrait être dû à une sélection dans un gène qu'ils ont trouvé ici, peu importe le nom, BHLHE41, qui présente des signes forts de sélection naturelle spécifiques à la population des Amaras habitant en altitude en Éthiopie. Cependant, d'autres études ont identifié d'autres gènes et d'autres mutations chez les Éthiopiens habitant à notre altitude, ce qui signifie que les gènes et les mécanismes impliqués dans l'adaptation à l'altitude de ces populations restent encore à être étudiés en détail. Quant aux populations des Andes, elles ne présentent pas le même type de signalisation HIF atténuée qu'on a observé chez les Tibétains et chez les Éthiopiens d'ailleurs. Donc plusieurs études se sont penchées sur cette question et ils ont identifié par exemple le gène EGLN1 qu'on avait vu qu'il est sous sélection positive aussi chez les Tibétains. Mais ce qui est intéressant, c'est que les mutations sous sélection positive dans ce gène sont différentes. En gros, il s'agit d'un haplotype différent chez les gens qui habitent dans les Andes, avec une mutation fonctionnelle différente que la mutation qui caractérise l'haplotype qui permet aux Tibétains de vivre à notre altitude. Donc, cette observation soutient encore une fois un phénomène d'adaptation convergente. Cette fois-ci, ce n'est pas différents gènes, c'est un cas comme un peu celui de la lactase. Différentes mutations dans le même gène vont aboutir au même phénotype, c'est-à-dire adaptation
à l'altitude. Toutefois, les gènes montrant les signatures de sélection les plus fortes chez les populations qui habitent dans les Andes ne sont pas associés à la signalisation des HIF liée à la production des globules rouges. Donc, au lieu de cela, la sélection semble avoir ciblé des gènes associés au stress oxydatif et à la réduction de la pression artérielle. Bien que la génétique de l'adaptation à l'altitude chez les populations andines ne soit pas encore entièrement comprise, il semble que ces populations, au lieu de moduler leur production de globules rouges, aient peut-être évolué pour atténuer les effets délétères d'une réponse HIF chroniquement renforcée. Et enfin, il n'est pas nécessaire de vivre en haute montagne pour manquer d'oxygène. L'apnée, comme vous savez, c'est une pratique qui consiste à retenir sa respiration volontairement, peut également entraîner une situation d'hypoxie. En moyenne, nous tous pouvons retenir notre respiration pendant des dizaines de secondes, voire plus d'une minute, mais rarement au-delà. Pourtant, il existe un peuple capable de rester en apnée pendant de longues minutes. Il s'appelle les Bajau, également connus sous le nom de nomades de la mer, et ils résident entre les Philippines, l'Indonésie et la Malaisie, et habitent des maisons sur pilotis conçues pour résister aux marées et aux conditions météorologiques changeantes. Les Bajau dépendent de la pêche pour leur subsistance et sont capables de plonger à des profondeurs dépassant parfois 70 mètres en apnée, ce que c'est énorme. Environ 60% de leur journée est consacrée à la plongée, généralement quand même, en profondeur de 5 à 7 mètres sur la surface. Donc cette capacité unique à effectuer des plongées prolongées et répétées a longtemps été considérée comme relevant d'une simple, ce qu'on appelle plasticité phénotypique, c'est-à-dire la capacité de l'organisme à exprimer des phénotypes différents en fonction des conditions environnementales, c'est-à-dire indépendamment de la génétique. C'est comme ce que je vous expliquais la semaine dernière. Pendant longtemps, on pensait que ceux d'entre nous qu'on est tolérants au lait, au lactose, c'est parce qu'on peut s'entraîner, et si on continue à boire du lait, ça va faire que le corps va d'une façon indépendamment de la génétique produire la lactase. En effet, lorsqu'un individu se trouve en apnée, plusieurs réactions physiologiques se produisent. Le rythme cardiaque ralentit, entraînant une moindre consommation d'oxygène. Les vaisseaux sanguins cutanés se contractent, il y a une vasoconstriction, permettant ainsi de redistribuer le sang vers les organes les plus vulnérables à l'hypoxie, donc ceux qui ont plus besoin d'oxygène, tandis que la rate se contracte pour libérer dans la circulation sanguine des globules rouges transporteurs d'oxygène supplémentaires. Donc cette contraction de la rate vise à fournir à l'organisme un surplus d'oxygène permettant à l'individu de prolonger sa durée de plongée. Jusqu'à 2018, aucune étude n'avait examiné de près une éventuelle adaptation génétique à la vie en apnée. Et c'est précisément sur cette question que se sont penchés les auteurs de cette étude. Ils ont mené une recherche comparative sur la diversité génétique, physiologique aussi, en se concentrant sur la taille de la rate, et évolutive des deux populations d'Indonésie. Les Bajau, qui comme nous l'avons vu, passent la plupart de leur temps, 60% de leur journée sous l'eau pour la pêche, et ils ont été comparés
avec une autre population qui s'appelle les Saluanes, qui vivent environ à 25 km des Bajau, et ils ont un mode de vie rural, classique, fondé sur l'agriculture. Tout d'abord, ils ont mesuré la taille de la rate des deux populations, comme vous pouvez voir ici, et ils ont observé que la rate des Bajau, en bleu, est généralement significativement plus volumineuse que celle des Saluanes, qui ne pratiquent pas la plongée. Mais ce qui est particulièrement intéressant, ce qui montre que c'est déjà un premier indice que ce n'est pas une plasticité phénotypique, c'est que la taille plus grande de la rate chez les Bajau est observée chez tous les Bajau qui pratiquent ou ne pratiquent pas la plongée. Ce qui va à l'encontre alors de l'hypothèse d'une simple plasticité phénotypique. Ensuite, ils ont réalisé une analyse de sélection naturelle afin d'identifier les régions du génome les plus différenciées entre les deux populations, donc les Bajau et les Saluanes, par rapport, comme toujours, aux attendus sous neutralité. Ce faisant, ils ont identifié 25 régions génomiques présentant des signaux de sélection naturelle, dont une région semble avoir un effet fonctionnel sur le volume de la rate. Cette région implique le gène PDE10A, dont une mutation en particulier a été, comme vous pouvez voir ici, est associée à une taille de la rate différente. Donc, cette mutation dans ce gène particulier, disons, il y a 3 critères qui le rendent une des causes les plus probables de l'adaptation génétique à la vie en plongée. Forte signature de sélection naturelle, association génétique avec un phénotype, taille de la rate, et aussi la mutation en particulier a un effet moléculaire sur l'expression du gène. Donc, le fait que la mutation en question présente des signatures de sélection positives chez les Bajau uniquement, où elle est présente en fréquence d'environ 40%, suggère une adaptation génétique en réponse à leur mode de vie, favorisant une augmentation de la quantité de cellules oxygénées, parce que c'est associé à une rate plus grande. Dans cette étude, on a aussi révélé un nouveau mécanisme physiologique d'adaptation aux conditions environnementales extrêmes auxquelles les humains ont dû faire face. Dans le cas des Bajau, fournit un bel exemple d'adaptation génétique à des pratiques culturelles chez l'homme, comme c'est le cas de la consommation du lait associée à la pratique de l'élevage. Donc ces différents exemples illustrent la coévolution de la culture et la biologie au cours des derniers millénaires, milliers d'années dans notre histoire. Donc, pour ceux qui regardent l'adaptation génétique au milieu extrême, on a fini. Mais la semaine prochaine, on va se concentrer sur 2 choses en particulier. Une, que tous les exemples que je vous ai présentés, que ce soit la semaine dernière, adaptation au lait, à la consommation du lait, ou pigmentation de la peau, ou les exemples d'aujourd'hui, sont des exemples rares dans notre histoire. Et rares, extrêmement informatifs, mais rares, parce que la plupart des traits, la plupart des phénotypes sont polygéniques. Moi, je vous ai montré des exemples d'une mutation dans un gène, comme le gène de la lactase, qui augmente énormément en fréquence, ce qu'on appelle un balayage sélectif classique, ou des cas oligogéniques, c'est-à-dire une dizaine, vingtaine de gènes maximum qui sont impliqués dans la variabilité de la pigmentation de la peau. Mais la plupart de nos phénotypes, la taille, le poids ou les phénotypes associés à des maladies, l'hypertension, la vulnérabilité aux maladies infectieuses, voire aux maladies comme la schizophrénie, comme l'autisme, toutes les maladies métaboliques, sont des traits
polygénique. Beaucoup de gènes impliqués, ce qui pose la question de comment on peut s'adapter d'une façon polygénique. C'est ça qu'on verra la semaine prochaine. Et on finira la semaine prochaine, quel que soit le régime de sélection, sélection positive classique, comme ce qu'on a vu la semaine dernière aujourd'hui, ou sélection polygénique, quel est l'impact de tout ça sur notre santé d'aujourd'hui? Parce que l'environnement a changé aussi. Notre mode de vie a changé. Et ce qui a pu être adaptatif il y a 40 000 ans, il y a 10 000 ans, il y a 6 000 ans, avec des changements de mode de vie, peut se révéler ce qu'on appelle une maladaptation. Et on verra des exemples des choses qui ont été avantageuses pendant presque toute notre histoire, mais avec les changements de mode de vie, se révèlent délétères. Donc avec ça, j'ai fini et je vous remercie encore.